Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jazzy le podcast du site d'histoire-géographie de l'Académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jazzy le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jazzy le podcast se veut enfin un instrument d'auto-formation professionnelle conçu comme un écho des stages organisés dans le cadre du plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Virginie Adan. Alors, Virginie Adan, vous êtes donc agrégée, docteur en histoire, vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'Université de Nantes. Pour animer ce podcast avec moi, comme à l'accoutumée, Monsieur Clément Camouly-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, Virginie Adan, nous vous recevons aujourd'hui donc pour évoquer votre domaine de recherche, à savoir plutôt l'Angleterre du XVIIe siècle. Pour débuter ce podcast, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ce domaine particulier? Alors, bonsoir déjà je suis très contente d'être avec vous ce soir. Alors mon domaine, en réalité, au départ, il est pas tout à fait anglais, il est anglais, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Je fais d'ailleurs ce qu'on appelle de l'histoire atlantique, je travaille sur l'Amérique coloniale et c'est parti d'un questionnement très basique, quand j'étais étudiante. C'était, je crois que j'avais dû lire un livre, je sais plus lequel, mais qui expliquait que, les colons qui étaient partis en Amérique, avaient tout quitté, et n'avaient plus rien à perdre et avaient tenté leur chance, là-bas. Donc c'était quelque chose d'assez naïf dans ma tête, mais je m'étais demandé comment on pouvait, tout quitter et former une société nouvelle de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'était un questionnement très naïf, très général et c'est de là que je suis partie en fait, tout simplement. Très bien, merci pour cette première réponse. Et du coup, comme vous l'avez dit, donc vous travaillez sur le XVIIe siècle, donc des deux côtés de l'Atlantique. Alors, si vous le permettez, dans un premier temps, on va d'abord se pencher par ce qui est plus européen, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Puis on vous posera des questions dans un second temps sur sur les États-Unis de la période coloniale. Alors, une première question donc sur le XVIIe siècle. Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'absolutisme? On parle souvent du XVIIe siècle comme le siècle de l'absolutisme. On utilise souvent l'exemple français, hein, l'exemple Louis XIVien. Donc, qu'est-ce que c'est que l'absolutisme? Et deuxième petite question, si vous me permettez, quelle est la différence entre absolutisme et monarchie absolue de droit divin? Alors, l'absolutisme, d'une manière générale, c'est, une doctrine en fait, l'absolutisme, c'est un terme qui peut remonter à très longtemps. C'est-à-dire que, la notion ça remonte à un héritage de l'Empire romain, la notion de absolutus, dans l'Empire romain qui veut que, l'empereur est à l'origine des lois, mais peut aussi s'en affranchir. Donc il y a ce côté-là et petit à petit, en fait, avec le renforcement du pouvoir monarchique au XVIe siècle notamment, en Europe d'une manière générale de toute façon, on a une théorisation aussi de ce renforcement du pouvoir monarchique, donc une sortie de la féodalité et un système monarchique qui placerait la monarchie absolue placerait, tous les pouvoirs entre les mains du monarque. Donc c'est vraiment une théorisation d'une concentration des pouvoirs, et qui placerait le roi au-dessus de toute forme de contre-pouvoir. C'est quelque chose qui est théorisé aussi beaucoup en France, au XVIe siècle, notamment par un auteur, un juriste qui s'appelle Jean Bodin, qui a écrit, comme son nom ne l'indique pas, un livre qui parle de l'absolutisme, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Les 6 livres de la République. Et en fait, il théorise le renforcement du pouvoir royal face à des contre-pouvoirs qui pourraient l'affaiblir. On est en plein contexte des guerres de religion en France. Les factions affaiblissent le pouvoir des rois de France pendant les guerres de religion et lui théorise le besoin de renforcer ce pouvoir monarchique. Donc ensuite, effectivement, on a eu une dynamique de renforcement du pouvoir monarchique, notamment en France, et on a cette image voilà, du roi soleil, du roi de droit divin. Hein, c'est Dieu qui donne sa légitimité au pouvoir monarchique. Et souvent, ça a été matiné d'une compréhension où le roi a tous les pouvoirs, donc quelque chose d'un petit peu arbitraire. Sauf que ça, c'est peut-être plus une vue de l'esprit, puisque en réalité, le roi continue d'exercer son pouvoir en déléguant une partie de ses pouvoirs, en le partageant, etc. Mais c'est comme ça que ça a été associé, notamment au pouvoir monarchique en France, mais aussi en Angleterre, un petit peu. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Et alors,
le thème de MC, d'enseignement moral et civique en classe de terminale, nous demande de traiter de la démocratie. Alors du coup, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, d'abord répondre à une question peut-être un peu innocente, mais est-ce que l'absolutisme est une dictature? Et par opposition, du coup, qu'est-ce qu'on entend par démocratie et dictature? Alors, est-ce que vous avez 5 heures? Non, malheureusement, non. Alors, démocratie. Alors, je vais pas m'avancer trop loin dans les définitions, je vais rester dans des généralités peut-être, mais la démocratie, c'est le principe d'une forme de gouvernement où la souveraineté, elle, reviendrait au peuple. Donc, ce qui fait qu'il y a un tas de formats de gouvernement qui peuvent être démocratiques tant qu'ils ils représentent le peuple. Une monarchie peut être démocratique dans la mesure où le souverain est dépositaire de son pouvoir auprès du peuple. Par exemple, on le voit notamment, bon, c'est un format de gouvernement qui remonte à l'Antiquité, donc ça, je ne vais pas revenir à ça. Mais la démocratie peut s'exercer de plein de manières. C'est une souveraineté qui peut être directe. La démocratie directe, on n'en a pas vraiment d'exemple, hein, et où elle est surtout plutôt représentative. Il y a des représentants du peuple. Ça pose la question de savoir si le pouvoir politique doit sa souveraineté au peuple ou à quelque chose d'autre. Par exemple, dans le cas de la monarchie française, on l'a vu, la souveraineté, elle est due à Dieu. Et se pose la question de savoir si la souveraineté devrait être due au peuple. Et donc ça, c'est quelque chose qui évolue très progressivement dans le cas de la France. Dans le cas de l'Angleterre aussi, c'est vraiment de savoir à qui le souverain doit-il son pouvoir. Au peuple, à Dieu, à autre chose. Dans le cas de l'absolutisme, la théorisation de l'absolutisme, c'est pas quelque chose qui est démocratique, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément conçu comme une dictature ou comme le terme qui serait le plus approprié serait peut-être de parler de tyrannie. Parce que la notion de dictature en elle-même, même là, on peut remonter à l'Antiquité romaine, hein, la notion de dictature, c'était pas une notion négative du tout dans l'Antiquité romaine, c'était un moment où le Sénat suspendait son pouvoir et le transférait auprès d'un magistrat pour qu'il exerce la totalité des pouvoirs pendant une période de crise, en fait. Donc c'était conçu différemment. Et ensuite, ce terme a été dévoyé pour désigner en fait un tyran. Et la tyrannie, par contre, c'est quelque chose qui est théorisé dans l'Ancien Régime. C'est quelque chose qui est théorisé comme un exercice arbitraire du pouvoir, c'est-à-dire qui n'a pas de justification. Et un souverain absolu, tel que théorisé par exemple par Jean Bodin, dont je parlais tout à l'heure, quand il théorise l'absolutisme, il ne le théorise pas comme quelque chose d'arbitraire. Il estime que la concentration des pouvoirs devrait permettre au souverain de régner sans être fragilisé par d'autres pour œuvrer à ce qu'on appelle alors le bien commun. C'est ça qu'il appelle la République, la res publica. Donc c'est le bien commun ou l'arbitraire. C'est là-dessus que vont jouer les termes du débat. Et l'absolutisme, quand il est théorisé, mais il ne reste qu'à l'état de théorie en réalité, quand il est théorisé, il y a l'idée que la concentration des pouvoirs doit être mise au service du bien commun. Après, quand l'absolutisme est critiqué, c'est qu'on reproche au souverain d'avoir un exercice arbitraire du pouvoir. Voilà, c'est un peu comme ça que je séparerai les termes. D'accord, ben merci pour cette explication. Et alors, du coup, peut-être qu'une carte va permettre d'éclairer la question suivante. Je l'ai dit tout à l'heure, on va vous poser quelques questions sur notre voisin, sur l'Angleterre du XVIIe siècle. Mais alors, question peut-être un peu simple, mais je préfère quand même la poser en début d'interview. Quelle est la différence entre Angleterre et Royaume-Uni et au XVIIe siècle, quel est le terme qui serait le plus approprié? Ça, c'est une question qui est très importante, surtout pour cette période. Alors, je vais effectivement faire un rapide partage d'écran, alors avec une carte que j'ai prise sur internet, hein, je le dis tout de suite. Mais juste pour illustrer, alors c'est une carte c'est un ensemble de cartes qui sont un petit peu en anglais, mais qui permettent de clarifier sur l'ensemble, enfin du Moyen Âge à nos jours pratiquement, qui permettent de voir donc déjà il y a l'ensemble géographique, les îles britanniques. Donc les îles britanniques, c'est la très grande île qui est la Grande-Bretagne et il y a à côté, il y a l'Irlande et puis il y a plein de petites îles autour, dont je ne vais pas parler, qui sont sympas pour faire du tourisme, mais bon, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. En Grande-Bretagne, il y a 2 royaumes qui sont importants au début de notre période. C'est le royaume d'Angleterre. Le royaume d'Angleterre qui a absorbé la principauté de Galles
et plus au nord, le royaume d'Écosse. Et c'est des royaumes qui sont rivaux suivant plein de lignes, d'ailleurs aussi des lignes aussi religieuses, hein, puisque l'Angleterre est devenue protestante, l'Écosse est catholique, mais avec aussi une minorité protestante qui est très importante, et qui sont rivaux parce que les monarques écossais ont une prétention au trône d'Angleterre notamment. Au début du XVIIe siècle, à la mort d'Élisabeth Ier qui meurt sans héritier, elle désigne comme héritier le successeur au trône d'Écosse, qui est Jacques VI Stuart, qui est donc Jacques VI d'Écosse, et il devient Jacques Ier d'Angleterre. Donc, à partir de 1603, les couronnes d'Angleterre et d'Écosse sont réunies, mais sont unis en quelque sorte, mais sans, en même temps, les royaumes sont distincts. C'est-à-dire que le roi, c'est le même roi pour les deux royaumes, mais il est roi d'Écosse et roi d'Angleterre. Il n'est pas roi des deux royaumes fusionnés, en fait. Il n'y a pas de fusion des royaumes, c'est deux royaumes distincts, mais c'est le même personnage. Donc, Jacques Ier d'Angleterre, il est en même temps roi d'Angleterre, prince de Galles, et au passage, entre-temps, il est aussi roi d'Irlande parce qu'il y a une colonisation de l'Irlande à ce moment-là. Et il est roi d'Écosse de manière distincte. Ça, c'est l'union des couronnes. C'est ce qui se passe en 1603. On le voit sur la première carte qui est dans la ligne du bas. Donc, cette union des couronnes où on voit donc roi des Écossais et roi d'Angleterre. À partir de 1607, en revanche, il y a un acte d'union qui crée le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Donc, ce Royaume-Uni de Grande-Bretagne, il va vraiment unir les deux royaumes d'Écosse et d'Angleterre. Et à partir de 1707, donc, on peut parler de Royaume-Uni. C'est vraiment à partir de cette date-là. Puis ensuite, en 1801, il y a un deuxième acte d'union qui va créer le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, et puis avec d'autres évolutions, d'autres cadrages géographiques après. Mais voilà, les deux dates importantes pour nous, c'est 1603 où il y a l'union des deux couronnes et 1707, l'acte d'union qui crée la Grande-Bretagne et donc qui crée le Royaume-Uni à proprement parler. D'accord, merci pour cette précision. Et alors, dernière petite question avant de rentrer dans le vif du sujet, mais c'est une question qui est assez complexe pour le c'est une question de terminologie. Quelle est la différence protestantisme? Parce qu'en fait, cette distinction va expliquer beaucoup de choses à l'époque, n'est-ce pas? Je vais juste vous demander de me répéter la question parce que ça a un petit peu bugué. D'accord. C'était pour connaître la différence entre l'anglicanisme, le protestantisme et le catholicisme. D'accord, oui. Alors, l'anglicanisme, c'est une forme de protestantisme, hein. En réalité, c'est une scission religieuse. Alors, c'est une forme de protestantisme, mais qui est un peu bizarre, en quelque sorte, puisque le protestantisme, c'est vraiment les réformes religieuses qui ont lieu en Europe continentale au XVIe siècle. Donc, Martin Luther ou Jean Calvin qui exposent une certaine vision de la religion qui est en complète rupture avec l'Église catholique, hein, et donc notamment le fait d'accéder directement à la Bible, le fait de ne pas avoir besoin d'un clergé aussi pyramidal, etc. Il y a beaucoup de critiques contre l'Église catholique. Ce qui se passe en Angleterre, c'est un petit peu différent. C'est toujours au XVIe siècle, mais donc en 1530, pardon, en 1530, le roi Henri VIII, qui est un roi très catholique et très pieux, hein, souhaite annuler son union avec la reine d'Angleterre, hein, Catherine d'Aragon, une union qui ne lui donne pas de fils, et il souhaite annuler cette union parce qu'il pense qu'en fait elle est illégale. Et il le croit assez sincèrement, donc il veut obtenir une annulation de l'union. La papauté le lui refuse. Bon, c'est des enjeux très géopolitiques en fait. La papauté le lui refuse parce que Catherine d'Aragon, c'est une Aragon, donc il y a la question de ne pas se froisser, que la papauté ne se froisse pas avec le royaume d'Aragon, hein. Donc il y a aussi ça qui est en jeu. Quoi qu'il en soit, face à ce refus, le roi d'Angleterre décide de rompre avec la papauté et de forcer une scission entre l'Église d'Angleterre, qui ne rendrait de compte qu'au roi d'Angleterre, et Rome. Donc au départ, c'est une rupture politique. C'est une rupture politique, mais avec une doctrine qui reste très proche du catholicisme. Et c'est après la mort d'Henri VIII et avec ses successeurs, donc Édouard VI et Élisabeth Ier, que la doctrine évolue
et reprend certains éléments du calvinisme, notamment l'accès au texte directement en langue vernaculaire, etc. Donc en fait, c'est une doctrine protestante, mais avec quand même encore un clergé, des évêques, des archevêques. Le chef de l'Église, c'est le roi d'Angleterre, et en dessous de lui, c'est l'archevêque de Cantorbéry. Qui est son principal dirigeant politique. Donc voilà, c'est protestant. C'est un protestantisme qui a gardé une influence du catholicisme. Et à côté de ça, il y a toujours des catholiques en Angleterre qui sont une minorité religieuse et qui sont vus avec énormément de défiance par le pouvoir anglican. Voilà. Et D'accord. d'ailleurs, en fait, justement, ce rapport à Rome fait que les catholiques, on va leur donner un terme un petit peu péjoratif pour les désigner, on va les appeler des papistes. Ça veut dire qu'ils doivent leur allégeance au pape plutôt qu'au roi, en fait. Il y a quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci pour toutes ces réponses qui nous permettent effectivement de bien caler les concepts. Et alors, du coup, maintenant, je vais commencer, si vous le permettez, par une première question sur le système politique anglais au XVIIe siècle. Euh, on peut être amené, peut-être de manière un petit peu impropre, à présenter le modèle britannique du XVIIe siècle comme un modèle démocratique. Voilà, comme une démocratie par rapport, en opposition avec le modèle français. Alors, du coup, ma question, c'est, le modèle britannique était-il un modèle démocratique au XVIIe siècle? Alors la réponse est simple, non. Pas du tout. Effectivement, il y a un parlement, mais au début du XVIIe siècle, d'ailleurs, spécifiquement au début du XVIIe siècle, le régime britannique, le régime anglais, est l'inverse de la démocratie, hein. Il y a bien un parlement en Angleterre depuis le XIVe siècle, hein, ça c'est certain. Le roi gouverne avec un parlement, mais attends, il faut voir ce qu'on dit par gouverne avec un parlement, c'est pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, le Parlement, c'est une instance qui est principalement consultative, sauf pour le consentement à l'impôt. Et surtout, le Parlement n'est réuni que sur convocation du roi. Donc, si le roi accepte de convoquer le Parlement, il y a un Parlement. S'il ne le convoque pas, il n'y a pas de Parlement et il règne avec son conseil privé. Or, c'est ce qui se passe de plus en plus depuis la deuxième moitié du règne d'Élisabeth Ière. À la fin de son règne, on note déjà qu'elle convoque de moins en moins le Parlement et ses successeurs, bah, c'est de pire en pire, hein. Jacques Ier d'Angleterre et Charles Ier d'Angleterre convoquent de moins en moins le Parlement. Donc, il y a véritablement un débat sur ce qu'on désigne comme une dérive absolutiste du pouvoir anglais, en fait, au début du XVIIe siècle. D'emblée, en fait, le fonctionnement monarchique se durcit sous les premiers Stuarts, les convocations du Parlement sont de plus en plus rares, et c'est vu très négativement par les membres du Parlement, mais qui ne peuvent pas forcément le manifester systématiquement, puisqu'il faut qu'ils soient convoqués pour le faire. D'accord. Mais alors, petite question, quelle est la relation entre le roi et le Parlement en Angleterre? Je pense notamment à la petite crise qu'il y a eu entre Charles Ier et le Parlement, à l'Exclusion Bill, à la destitution d'un roi catholique, à l'invitation d'un souverain étranger par le Parlement à envahir l'Angleterre. Bon, les relations n'ont pas l'air très très bonnes quand même entre ces deux instances. C'est le moment où les relations sont sans doute peut-être les pires, hein. C'est clair que, en fait, le XVIIe siècle, c'est pas un moment de démocratie pour l'Angleterre, clairement pas, mais c'est un moment de bras de fer entre le roi et le Parlement, et c'est le moment, non pas d'établissement d'une démocratie, mais l'établissement d'un régime parlementaire véritablement. C'est vraiment ça qui se joue à ce moment-là, c'est-à-dire que Charles Ier a besoin de temps en temps de convoquer le Parlement parce que Charles Ier fait la guerre. Et donc, pour faire la guerre, le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut lever des impôts. Et pour lever des impôts et pour le consentement à l'impôt, il faut convoquer le Parlement pour qu'il consente à l'impôt. Ça, c'est la chose autour de laquelle il ne peut pas tourner. Donc, il convoque le Parlement une première fois et première chose que fait le Parlement, c'est une remontrance. Donc ça, c'est en mai 1628. Donc, il y a une première remontrance, une première pétition des droits, pardon, de la part du Parlement qui demande à avoir une reconnaissance d'un certain nombre de droits parce que le Parlement est trop peu convoqué. Il demande notamment
la possibilité d'être plus consulté pour le consentement à l'impôt demande de mettre fin à des arrestations de plus en plus arbitraires, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. 1628, 1640, le roi ne convoque plus du tout le Parlement, donc on labellise ces années de tyrannie. Et ensuite, le Parlement est à nouveau convoqué en 1640 et émet une grande remontrance. Donc là, on voit ce bras de fer entre deux compréhensions de ce qu'est la légitimité du pouvoir. En fait, le roi d'Angleterre estime qu'il doit sa légitimité à Dieu, le Parlement estime que le roi doit sa légitimité au Parlement. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qui se joue et le Parlement se considère comme dépositaire vraiment de la monarchie anglaise et c'est ce qui se joue aussi dans la crise de l'exclusion. Alors, la crise de l'exclusion, c'est quelque chose qui intervient plus tard, hein, c'est après la Première Révolution. La crise de l'exclusion, c'est à la fin du XVIIe siècle. On est en 1678. Le roi d'Angleterre, cette fois-ci, c'est Charles II Stuart, qui est un protestant tout à fait bon teint, on va dire, anglican, mais il n'a pas d'héritier mâle à part son frère. Et son frère, c'est le duc d'York, qui, depuis 1670, s'est converti au catholicisme. Et comme je l'ai dit, depuis Élisabeth Ière, enfin depuis Marie Ière Tudor en réalité, qui était catholique, il n'y a plus eu de roi catholique en Angleterre et les Anglais ont une grande défiance vis-à-vis du catholicisme et voient aussi dans le catholicisme le risque de soumettre la monarchie anglaise à Rome et de la soumettre à d'autres puissances catholiques plus puissantes en Europe, notamment la France. Et donc, lorsque Jacques duc d'York se convertit au catholicisme, est posée la question de savoir si il ne faudrait pas l'exclure de la ligne de succession. Et donc, cette crise, elle est très intéressante aussi sur le jeu parlementaire parce qu'on voit deux camps qui commencent à émerger au sein du Parlement. Un camp qui est loyal à la ligne de succession, qui va se qualifier de Tory, et un camp qui lui, va se considérer comme loyal au pays, country, qui, lui, veut l'exclusion. Mais l'exclusion n'aboutit jamais, hein, en réalité, puisque Jacques succède comme Jacques II, mais par contre, ensuite, il est effectivement destitué en 1688. Oui, c'est ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution. Oui. Alors, c'est un terme qui est un peu a posteriori, à vrai dire, hein. On l'a appelé la Glorieuse Révolution. Alors, c'est des historiens Whig, donc plutôt libéraux anglais, qui ont utilisé ce terme, mais c'est un terme qui est utilisé a posteriori, même presque un siècle plus tard. Elle est glorieuse parce qu'elle n'est pas comme la française, parce qu'elle décapite pas les rois. Voilà. C'est là que vient le terme, en fait. Donc maintenant, je pense que l'historiographie essaie plutôt de dire la révolution de 1688 pour ne pas lui accoler ce terme glorieuse, parce qu'en fait, glorieuse viserait à dire que c'est une révolution sans effusion de sang. Ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'il y a eu quand même des violences pendant cette révolution, il y a eu des batailles, il y a eu des moments sanglants, peut-être pas en Angleterre, mais dans les territoires qui sont dominés par l'Angleterre, oui. D'accord. Et du coup, très rapidement, qu'est-ce qui se passe durant cette révolution? Et moi, j'ai toujours entendu les Anglais dire qu'ils n'avaient jamais été envahis depuis Guillaume le Conquérant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, la Glorieuse Révolution, c'est un peu un contre-exemple? Je ne sais pas s'il le verrait comme ça. Je ne sais pas s'il le verrait comme ça. Alors, ce qui se passe pendant la Glorieuse Révolution, c'est que effectivement, alors Jacques II d'Angleterre est catholique. Il a des enfants d'un premier lit qui sont, eux, protestants, notamment une fille, Marie, qui est protestante, et qui s'est mariée à un prince protestant, Guillaume d'Orange. Et entre-temps, il a épousé une princesse catholique, Marie de Modène, et coup de théâtre, il a eu un fils avec elle. Donc, comme c'est un garçon, Ah oui. il est premier en ligne de succession. Et autant le Parlement pouvait serrer les dents en se disant, bon, on a un roi catholique, on va essayer de tenir bon, autant la perspective d'avoir une dynastie catholique est devenue rapidement inacceptable. Et donc, effectivement, il y a une crise à la suite de cela, d'autant plus que le roi fait un certain nombre de déclarations d'indulgence en faveur des catholiques. Et donc, en réponse à cela, Tories et Whigs au Parlement s'allient et font appel donc, à Guillaume d'Orange, mais aussi à son épouse Marie. Alors, c'est une Stuart théoriquement, mais bon, à Guillaume et Marie, en fait. Hein, c'est les deux qui règnent de plein droit.
Hein, c'est Guillaume III et Marie II qui sont appelés sur le trône. Et donc, Guillaume d'Orange débarque en Angleterre, effectivement, en novembre 1688, et l'armée anglaise se rallie à sa cause. Donc, pour ça que j'aurais du mal à parler d'une invasion à proprement parler, puisqu'en fait, il y a un ralliement de l'armée et qui reconnaît, il y a toujours les questions de la reconnaissance de la légitimité. Et donc, la légitimité de Guillaume d'Orange et de son épouse Marie est considérée comme supérieure à celle de Jacques, qui lui fuit en France et se réfugie auprès de Louis XIV. Donc, Guillaume et Marie deviennent conjointement souverains et donc prennent le pouvoir monarchique, mais surtout, ce qui se joue là-dedans, c'est aussi que ça va de pair avec un certain nombre de règlements au sein du Parlement qui vont permettre d'installer une monarchie parlementaire. C'est-à-dire que le Parlement passe une première loi qui protège tous les sujets anglais contre l'arbitraire royal, ce qu'on appelle le Bill d'Habeas Corpus, et une déclaration de droits fondamentaux qui est imposée immédiatement aux souverains. Donc, en fait, les souverains doivent immédiatement, à partir du moment où ils arrivent en Angleterre, doivent reconnaître ce Bill of Rights pour régner. Et donc, c'est un règne conjoint du Parlement et du souverain à ce moment-là qui se met en place, en fait. D'accord, merci beaucoup. Mais alors, du coup, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer ce qu'il y a dans ce Bill of Rights et en quoi il limite le pouvoir royal? Alors, je reviens avec mon petit diaporama parce que j'ai 2 extraits. Donc, déjà du Bill d'Habeas Corpus. Alors, en fait, l'Habeas Corpus, qui est la première limite à l'arbitraire royal, c'est une loi qui stipule, donc vous le voyez hein, sur l'écran, chaque fois qu'une ou des personnes produiront une ordonnance d'Habeas Corpus, etc. En gros, c'est que lorsque l'on est arrêté, il doit y avoir une explication du motif d'arrestation et donc on doit certifier les vraies causes de la détention et de l'emprisonnement. Dans les 2 jours qui suivront, il faudra sinon libérer le prisonnier de son emprisonnement, et par ailleurs, toute personne a droit d'être jugée par un tribunal impartial. Donc ça, c'est une protection contre l'arbitraire royal, contre notamment la pratique des lettres de cachet où on peut faire enfermer quelqu'un sans avoir à se justifier. Donc ça, c'est une première chose. Le Bill of Rights, c'est une déclaration de droits assez généraux qui sont inspirés en fait de la philosophie politique de l'époque, notamment des écrits de John Locke, de son traité du gouvernement civil, qui édicte un certain nombre de droits fondamentaux pour les sujets et pour les membres du Parlement. Alors, je vous en ai mis un extrait là, mais sinon, je vous en ai mis aussi une petite synthèse à la toute fin, donc je vous la montre ici, qui expose, donc en fait, qui limite le pouvoir royal explicitement, qui rappelle que en fait, le pouvoir royal le roi doit partager son pouvoir avec le Parlement, et même donc le Bill of Rights édicte la prééminence du Parlement, et donc ça garantit un certain nombre de libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, le droit de pétitionner le roi, et donc la protection contre l'arbitraire royal, donc par cette déclaration de droit. Donc c'est vraiment, dans l'idée, c'est que avec l'énonciation de ces droits, logiquement, le roi accepte cette déclaration de droit. Donc on est sur une monarchie qui devient contractuelle. Il a passé un contrat avec le Parlement, et donc la légitimité du roi, elle provient maintenant aussi du Parlement. Donc, on peut dire que c'est le Bill of Rights qui transforme la monarchie britannique en monarchie parlementaire. Monarchie véritablement parlementaire, on estime en général que c'est vers ce moment-là que se fait la bascule. Alors évidemment, il y a une chose, l'énonciation du Bill of Rights, c'est très joli. Après, est-ce qu'il est appliqué tel quel? C'est plus compliqué, c'est plus long, la pratique est toujours un peu différente, mais du point de vue institutionnel, c'est l'énonciation du Bill of Rights en 1689. D'accord, merci beaucoup. Alors, une petite question qui est plutôt sur le 19e siècle, mais qui est liée avec le Parlement. On dit souvent que le Parlement, en théorie, il doit représenter le peuple. Est-ce que le Parlement britannique, à cette époque-là, il représentait vraiment le peuple? Je pense à plusieurs choses. Bon, le fait que les femmes n'ont pas le droit de vote, bon, ça, à la rigueur, à l'époque, malheureusement, c'était une norme. Mais je pense également aux Rotten Boroughs,
qui malheureusement existaient également à l'époque, avec certaines villes qui ne sont pas du tout représentées, avec un déséquilibre entre députés des villes et députés des campagnes. Euh, on rappellera quand même qu'il a fallu plusieurs Reform Acts au XIXe siècle pour tendre à rendre le Parlement plus représentatif. Donc, finalement, le Parlement est-il vraiment représentatif du peuple qu'il prétend représenter? Il est représentatif du peuple qu'il prétend représenter, au sens où le Parlement prétend représenter les plus riches. Mais il n'est pas représentatif. Ok. Voilà, disons que voilà, le Parlement, c'est deux choses, c'est deux chambres. Il y a une chambre dite haute et une chambre basse. La chambre haute, c'est la chambre des lords qui regroupe le haut clergé et l'équivalent des pairs, enfin, les plus hauts, la haute noblesse. Et il y a une chambre basse, la chambre des communes, House of Commons, qui a pour représentants des membres de la gentry et des membres dits des communes, donc de la bourgeoisie, de la bourgeoisie fortunée. Et en fait, pour pouvoir voter, parce que cette chambre-là est élective, pardon, j'ai oublié de le préciser, elle est élective, les représentants sont élus aux communes, alors que chez les lords, on est membre de la Chambre des lords de droit, hein, enfin de naissance. Les représentants aux communes sont élus sur la base d'un suffrage qui est bâti sur le fait de posséder une terre, d'un certain nombre d'arpents, etc. Donc non, c'est pas du tout démocratique, hein. C'est aussi pour ça que je disais que c'est D'accord. pas du tout démocratique, parce que c'est une représentation d'une partie seulement de la population, de la partie la plus fortunée, et ça se creuse effectivement au fil du temps. Il y a des parties de l'Angleterre qui sont de moins en moins représentées, il y a et qui demandent à l'être, en fait, hein. Il y a une demande de représentation au cours du XVIIIe siècle qui se fait plus pressante, hein. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai abordé la notion de Rotten Borough. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est? Les Rotten Boroughs, c'est en fait, donc les boroughs, c'est donc les circonscriptions de vote, hein, déjà. Et alors la traduction, c'est que c'est des bourgs pourris, et c'est des circonscriptions qui euh, qui étaient bâties, enfin c'est des circonscriptions où les membres étaient achetés, en fait, leur vote, en fait. Ils achetaient leur vote, et donc ça fait qu'il y avait très peu d'électeurs, et en fait, c'était des bourgs corrompus, en fait. C'est des bourgs pourris, mais c'est bourgs corrompus. C'est que les membres du Parlement qui venaient des Rotten Boroughs, c'était des gens qui avaient acheté tout simplement leur élection. C'est plutôt au 19e siècle, hein, qu'on voit les Rotten Boroughs, mais de toute façon, il y a des problèmes similaires dès le 18e, hein, donc voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vous posais la question parce que c'est vrai que dans le programme de section internationale, on nous demande d'aborder cette question au 19e siècle. D'accord. Donc, ça me permettait de faire un petit focus sur le programme de première. Alors, voilà, donc merci pour cette précision. Alors, donc maintenant, on va pouvoir passer peut-être de l'autre côté de l'Atlantique, et on va pouvoir justement vous poser quelques questions sur votre spécialité, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement nous présenter ce qu'il en est de l'empire colonial britannique au XVIIIe siècle? Alors, au XVIIIe siècle, Enfin, au un... XVIIe, XVIIIe siècle. Ouais, alors entre les deux, il y a beaucoup de choses qui changent. L'Empire britannique, il y a beaucoup de choses qui changent, justement, hein, parce qu'au début du XVIIe siècle, il n'y a pas énormément de grosses initiatives coloniales de la part de la couronne, hein. Enfin, c'est pour ça que je dis ça, que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui changent, parce que, à vrai dire, je parlais plus spécifiquement de l'Amérique du Nord, on va dire, pour prendre, parce que c'est l'exemple que je connais mieux, mais c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, il y a des expéditions vers l'Amérique du Nord dès la fin du XVIe siècle, qui ne marchent pas toujours, hein. Il y a la colonie de Roanoke, qui est au large de l'actuelle Virginie, qui disparaît du jour au lendemain de manière tout à fait mystérieuse. Ça fait partie des grands mystères que l'on peut avoir quand on fait du tourisme en Virginie. Mais surtout, en fait, bon, il y a des premières installations dès le début du XVIIe siècle en Amérique du Nord. À partir de 1607,
des Anglais se rendent sur les côtes de l'actuelle Virginie, à Jamestown. Ils établissent un premier bourg et ils établissent petit à petit une colonie de plantation de tabac. Il y a aussi des initiatives plus au nord, dans les années 1620, dans ce qui est l'actuelle Nouvelle-Angleterre et l'actuelle Boston, où des puritains viennent s'installer pour essayer de fonder une colonie agricole et religieuse. Donc, on a ça. On a aussi, toujours à proximité de la Virginie, il y a un lord catholique qui se dit qu'il trouvera peut-être une herbe plus verte de l'autre côté de l'Atlantique. Il s'installe, donc Lord Baltimore, il s'installe dans une colonie qu'il nomme en l'honneur de la Vierge Marie. Il appelle ça le Maryland. Bon, pourquoi je décris tout ça? C'est un petit peu disparate dit comme ça, mais c'est parce que c'est comme ça que ça se passe un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative pensée et structurée de colonisation de la part de la couronne d'Angleterre. C'est un laisser-faire. C'est un laisser-faire et une délégation de pouvoir souverain, une délégation de souveraineté, qui a une compagnie à Chartres, la compagnie de Virginie, qui a un Lord Baltimore, qui même a des dissidents religieux qui n'ont pas leur place en Angleterre, mais s'ils veulent aller ailleurs, ma foi, pourquoi pas, les puritains, etc. Donc en fait, dans un premier temps, on a vraiment des initiatives qui sont très disparates. Et puis autre chose qu'il faut préciser, il n'y a pas que des Anglais. Il n'y a pas que des Anglais en Amérique du Nord, il y a évidemment des Français en Nouvelle-France, il y a des Espagnols plus au sud, au niveau de l'actuelle Floride, il y a des Néerlandais qui vont s'installer, bon, pile entre les colonies de Nouvelle-Angleterre et la Virginie et le Maryland, donc ça plaît pas trop aux Anglais, mais bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, c'est des territoires qui sont extrêmement disparates, hein. Juste pour montrer peut-être une petite carte qui permet de l'illustrer. Alors, si je partage pas l'écran, ça va pas marcher du tout. Une carte qui permet de l'illustrer, voilà, c'est ça. Ça, c'est à la moitié du XVIIe siècle. Ça permet de voir donc des installations qui sont très disparates. On voit donc en vert, ce sont les Anglais, mais il y a aussi donc des Néerlandais en orange. Là, ce sont des Suédois, là, des Français. À quoi il faut ajouter que tous les noms qui sont écrits là en italique, c'est des noms des nations autochtones qui étaient présentes et qui sont toujours très présentes, hein. Donc, qui sont très présentes, qui sont des partenaires politiques, des partenaires commerciaux et avec lesquels on ne veut pas trop se mettre mal. Donc, il faut composer avec une présence qui n'est pas qu'anglaise dans un premier temps. Donc ça, c'est une première étape, hein, de cet empire anglais qui n'en est pas vraiment un parce qu'il y a une sorte de désintérêt de la couronne britannique. Elle s'y intéresse un peu plus à la fin du XVIIe siècle. Et en fait, si on fait un bond dans le temps, on va faire un avant-après, ce que vous m'avez demandé au XVIIe et au XVIIIe siècle. Bon, par contre, au XVIIIe siècle, si on monte au XVIIIe siècle, l'empire colonial anglais, bon, ça c'est au début du XIXe siècle, mais ça vous montre déjà un empire qui est conséquent, qui est présent partout dans le monde. Et sur l'Amérique du Nord, sur l'Amérique du Nord, voilà, sur l'Amérique du Nord, on a une présence en continu sur la côte est des actuels États-Unis, et on a un empire qui est beaucoup plus structuré, mais qui n'est pas forcément le centre non plus de l'Empire britannique, parce que l'Empire britannique regarde vers des colonies qui sont plus lucratives. Et les colonies les plus lucratives, c'est notamment dans la Caraïbe, parce que c'est des colonies qui rapportent avec des denrées à forte valeur ajoutée, et c'est pas forcément les colonies du Connecticut ou du New Hampshire, quoi. Donc voilà, pour donner une D'accord. image globale. D'accord. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec les Suédois, les Néerlandais qui étaient présents et même les Premières Nations, hein, qui étaient là? Les Britanniques les ont chassés, ils les ont intégrés. Comment ça s'est passé? Alors, il y a des rapports de force, il y a une progression du peuplement, un colonialisme de peuplement qui se met en place petit à petit, déjà. Donc ça, c'est une première chose. Alors les populations autochtones, il y a aussi qu'elles ont été, progressivement décimées, alors soit par, les effets de l'échange colombien, avec les maladies, mais aussi par des effets de guerre, hein, tout simplement. Les Anglais ont beaucoup fait la guerre à ces populations autochtones, notamment, en Nouvelle-Angleterre, hein, il y a eu des guerres véritablement d'extermination. Donc ça, c'est la première chose. Et ce qui se passe vis-à-vis des Suédois, des Néerlandais, etc., ça, c'est parce que les Anglais se mettent à avoir une politique coloniale véritablement à la fin du XVIIe siècle, pardon. À la fin du XVIIe siècle, donc quand Jacques II prend le pouvoir,
Jacques II, lui, il a toujours beaucoup regardé du côté de l'Amérique, hein. Quand il était encore que duc d'York, c'est lui qui a suggéré à son frère de prendre le contrôle des territoires néerlandais, et donc son frère les lui donne, ces territoires, donc c'est pour ça que ça s'appelle désormais New York, hein. C'est que c'est des territoires qui ont été donnés au duc d'York. Et ensuite, quand lui-même devient roi d'Angleterre, c'est à ce moment-là que les colonies sont gérées directement par la couronne, par le Board of Trade notamment, qui décide d'organiser en fait, d'organiser l'administration des colonies. Donc on a une administration royale qui se met progressivement en place, une uniformisation du droit aussi, et donc un contrôle plus resserré par la couronne britannique, et ça passe aussi par des conquêtes territoriales sur ces territoires également. Donc, D'accord, euh, merci. donc on a une... Pardon, voilà. d'accord. Pardon. Bon, mais, très bien. Merci beaucoup. Alors, justement, tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'habeas corpus et du Bill of Rights. Est-ce que ces idées anglaises de démocratie et d'égalité des droits, hein, pour faire simple, qui ont émergé au XVIIe siècle, est-ce qu'elles ont bénéficié aux colonies également? Alors, je ne sais pas si c'est des idées de démocratie ou d'égalité des droits, mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que la couronne d'Angleterre administre les colonies, mais administre les colonies comme des dépendances. Et les colons en eux-mêmes, ceux qui vivent dans ces colonies, se considèrent certes comme anglais, mais ne sont pas représentés à Londres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important d'avoir en tête. Ça, c'est une première chose. Est-ce qu'il faut voir aussi... Excusez-moi, Oui. pardon, j'ai une question. Ça veut dire qu'ils payent des impôts, mais pourtant ils ne sont pas représentés? Là, évidemment, je fais une référence à une citation célèbre. Mais alors, du coup, no taxation, no representation. No taxation without representation. En gros, ce qui se passe, alors là, on va dériver sur la crise coloniale, mais avant d'en venir à la crise coloniale, peut-être c'est important de voir que ces colonies, quand elles se forment, c'est des sociétés qui sont très différentes les unes des autres, hein. Il y a autant de modèles sociaux qu'il y a de colonies en Amérique du Nord. Mais après, les colons, quand ils s'installent, quand ils forment une société nouvelle, ils ont comme modèle en tête ce qu'ils ont connu. Donc, il va y avoir des institutions qui sont un peu calquées sur celles que l'on peut trouver soit en Angleterre, soit aux Provinces-Unies, etc., etc. Progressivement, ces institutions sont absorbées et doivent composer avec l'autorité de la couronne britannique au XVIIIe siècle, indéniablement, mais c'est des colonies qui sont prospères. Ma foi, pendant un temps, ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est qu'en 1756-1763, il y a une guerre qui oppose l'Angleterre à la France, la guerre de 7 ans. Elle commence même un peu plus tôt en Amérique du Nord, elle commence en 54. C'est une guerre qui se traduit par des affrontements sur toute la planète. En Amérique du Nord, dans la Caraïbe, sur les côtes africaines, sur les côtes indiennes, en Europe, etc., qui se solde par un traité en 1763, le traité de Paris, qui consacre en réalité une forme de victoire anglaise, puisque l'Angleterre, en tout cas en Amérique du Nord, c'est une victoire éclatante de l'Angleterre, puisque les Français sont définitivement chassés d'Amérique du Nord. Mais cette guerre, elle est extrêmement coûteuse. Elle est extrêmement coûteuse, et la solution qui est trouvée pour absorber le coût de la guerre au Parlement et par le Premier ministre anglais, c'est de dire bah, on va taxer les colonies. On va taxer les colonies, comme ça permettra d'éponger un petit peu les coûts de la guerre. Et cette politique de taxation est très mal vécue dans les colonies, notamment en Nouvelle-Angleterre. Et la réponse d'une partie des colons est de dire vous nous taxez, mais pourtant, pour accepter d'être taxé, il faut consentir à l'impôt. C'est le principe depuis le XIIIe siècle. Le consentement à l'impôt, c'est une valeur cardinale et une des légitimations de la monarchie anglaise.
Donc, vous ne pouvez pas nous taxer sans que nous soyons représentés au Parlement. Et c'est ça, c'est le point de départ d'une crise coloniale, effectivement, le fait qu'il y a un impôt et que les colons ne sont pas représentés au Parlement et ne peuvent pas consentir à l'impôt. D'accord. Et alors, moi, j'ai entendu parler de la Boston Tea Party. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un événement qui est quand même très célèbre et qui est toujours représenté dans les manuels scolaires. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Alors, la Boston Tea Party, ben, c'est un petit peu dans cette logique-là. C'est que, donc, on a une politique de taxation. Donc, ça commence avec, à chaque fois, c'est toujours un petit peu le même rituel. Il y a une nouvelle taxe qui est publiée. Les colons ne sont pas d'accord. Il y a plein de pamphlets qui sont publiés pour dire que ce n'est pas légitime, etc., etc. Il y a une première taxe qui consiste à vouloir placer un timbre fiscal sur tous les produits importés. Comme tous les produits de consommation dans les colonies, c'est des produits importés, ça va vite. Ensuite, il y a une taxe sur le sucre et ensuite une taxe sur le thé. Pareil, le thé vient d'Angleterre, etc. Et donc, non seulement il y a un débat d'idées sur le fait que si on est taxé, on doit pouvoir être représenté pour pouvoir consentir, etc. Ça, c'est de l'ordre du débat d'idées pur, hein. Mais petit à petit, en fait, la contestation coloniale, elle prend d'autres dimensions, hein. C'est-à-dire que il y a l'élite coloniale qui fait savoir son mécontentement de façon policée en publiant notamment des pamphlets, etc. Mais il y a aussi des mouvances plus populaires qui font savoir leur mécontentement par la violence, en fait, par des révoltes, par des émeutes, etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans le mouvement qui se joue, dans la contestation coloniale qui se joue à la fin du XVIIIe siècle en Amérique, parce que on voit ce moment où l'élite et le peuple, en fait, se rencontrent sur les motifs de la contestation. Et donc, ce qui se passe pendant la Boston Tea Party, on est en 1773. Il y a une cargaison de thé qui arrive au large du port de Boston. Et donc, il y a des émeutiers qui s'organisent et qui prennent d'assaut les bateaux et qui vont vider la cargaison de thé dans le port. Et pourquoi ce moment est-il considéré comme si symbolique? C'est déjà parce que ça se passe à Boston, qui est quand même une des villes principales de l'Amérique du Nord, des 13 colonies, en fait. Et en fait, ces émeutiers se griment, en tout cas, c'est comme ça que ça a été représenté a posteriori, ils se griment en mohawk, en fait, en indien mohawk. Donc, ils sont torse nu, ils se mettent des plumes dans les cheveux, etc., etc. Et donc, on a cherché à interpréter un petit peu le sens de ce travestissement. Est-ce que c'est pour faire peur? On se déguise en sauvage, avec beaucoup de guillemets évidemment, mais pour utiliser peut-être des catégories qui étaient utilisées à l'époque. Est-ce qu'on se déguise en sauvage pour faire peur? Ou est-ce que c'est une façon de dire, on n'est plus des Anglais, maintenant on est des Américains? Et donc, il y a plusieurs lignes d'interprétation qui ont pu être proposées à ce sujet-là, mais c'est surtout un moment très visuel et qui a été beaucoup représenté et circulé dans le monde colonial pour montrer la révolte, en fait, pour montrer une révolte qui vient de l'élite, mais qui vient aussi du peuple. Oui, justement, vous parliez vous-même d'un glissement d'un référent anglais à un référent autochtone, en fait, pendant cette contestation. Oui, parce que en fait, ce qui se passe pendant cette contestation, c'est que avec le slogan No taxation without representation, les personnes qui déplorent cette politique de taxation se posent en anglais, en fait. Ils disent on devrait être au Parlement, en fait, on est des Anglais. Donc, les premiers temps de la contestation, on voit la revendication d'être des citoyens, des sujets britanniques équitables aux autres, en fait. Donc ça, c'est la première étape de la contestation coloniale. Et le glissement, il s'opère petit à petit. Alors bon, la Boston Tea Party, c'est le côté un peu très visuel, mais il y a d'autres moments, en fait, qui vont faire glisser un peu cette contestation. C'est que la contestation, elle va prendre plusieurs formats, en fait. Outre le débat sur la représentation, petit à petit, la taxation, comme je le disais, elle se fait sur des produits qui sont importés d'Angleterre, que ce soit par le timbre ou par des types de produits qui viennent d'Angleterre. Et donc, ça conduit aussi à d'autres formes de contestation, comme par exemple le boycott. Notamment, les contestataires incitent l'ensemble de la population à n'utiliser, à ne consommer que des produits fabriqués ou procurés en Amérique.
Et donc, ça conduit notamment à une implication aussi des femmes hein, qui vont jouer un rôle de pivot. Elles vont filer, tricoter en public, fabriquer des vêtements en public pour dire on n'a pas besoin d'acheter des vêtements venus d'Europe, on va fabriquer nos propres produits, etc. Et ça contribue à renforcer en fait un sens de cohésion entre les habitants des colonies en fait, et de dire on n'a pas besoin de l'Angleterre pour exister. Donc il y a déjà ça. Et il y a aussi des tentatives de recherche d'une cohésion institutionnelle, notamment puisque les colons vont convoquer aussi un congrès continental dès 1774 avec des représentants de des 13 colonies. Alors des 12 colonies d'abord, puis ensuite 13, et donc vont essayer de se concerter. Et ce qui est énorme, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est des colonies qui n'ont essentiellement rien à voir les unes avec les autres. D'accord, mais alors du coup, est-ce qu'à l'époque, justement, on peut parler de société américaine ou est-ce qu'il faut plutôt parler de nation américaine? Et deuxième petite question, désolé, je pose une deuxième question à la suite. Est-ce qu'à l'époque, on peut parler d'américanisation de la société britannique dans les colonies d'Amérique du Nord? Alors, c'est des grands débats. Société américaine, oui, si vous le mettez au pluriel. Nation américaine, je pense qu'on ne peut même pas le dire avant la fin de la guerre de sécession, à vrai dire. C'est cette révolution américaine, effectivement, elle passe par un congrès continental qui réunit des représentants de toutes les colonies, mais qui sont fondamentalement, qui se regardent un peu en chien de faïence, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, qui s'aiment pas trop, qui se méprisent mutuellement, qui ont des modèles de société très éloignés les uns des autres. C'est-à-dire que si vous prenez des représentants de Caroline du Sud, c'est une société qui est esclavagiste, où 70% de la population est pas libre, et les 30% qui restent, où il y a une partie de petits blancs qui sont pauvres, et puis il y a une très petite élite de planteurs qui se parent de vêtements extravagants, un peu comme on pourrait trouver dans les plus grandes cours européennes. Et au nord, on a la société de Nouvelle-Angleterre qui développe un idéal puritain, etc., etc. En fait, on a des sociétés qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Il y a des sociétés qui sont bâties sur l'esclavage et sur l'agriculture de plantation. Il y en a d'autres qui sont bâties sur le commerce avec, avec l'Europe, avec des modèles de société qui sont très différents. Une agriculture familiale, d'autres qui ont des hiérarchies sociales beaucoup plus marquées, etc., etc. Donc, c'est vraiment des sociétés qui sont très, très différentes, qui trouvent un terrain d'entente dans la rupture avec la couronne britannique, mais c'est le seul terrain d'entente, en fait, dans un premier temps. C'est le seul terrain d'entente et ça se manifeste dans le premier format de gouvernement qui est adopté. Le premier format de gouvernement qui est adopté après l'indépendance, c'est celui d'une confédération. Une confédération de 13 États indépendants les uns par rapport aux autres, un peu sur un modèle type Union européenne, en fait. Et où il n'y a pas de président et où on a 13 républiques indépendantes les unes des autres. Puis ça marche pas trop, donc on essaye de trouver un système plus fédéral qui aboutit au système système politique qui existe encore aujourd'hui, mais qui est obtenu de haute lutte avec chaque État qui a peur de perdre son autonomie. Et en fait, c'est pas une nation à ce moment-là, en fait, en réalité. On le voit mis en scène au début de la Constitution des États-Unis, puisque c'est exprimé par We the people, nous le peuple des États-Unis, etc. Mais c'est du langage, mais dans les faits, c'est des sociétés qui sont très, très différentes les unes des autres, qui sont pas très unifiées du tout, en réalité. D'accord. Alors, du coup, ce seront mes dernières questions parce qu'on approche de l'heure entière de podcast. Est-ce que vous pouvez rapidement, s'il vous plaît, nous expliquer ce qui s'est passé pendant la Révolution américaine? Peut-être présenter rapidement les jalons de cette guerre, si c'est possible. Alors, difficile. Je vous ai mis une petite carte qui permet de montrer la guerre d'indépendance. En général, on passe assez vite sur les étapes de la guerre, sauf aux États-Unis, ils aiment beaucoup en parler. Mais ce qu'il faut voir, ce qui est intéressant dans cette guerre d'indépendance, c'est pour ça que c'était un tel lieu de mémoire aussi aux États-Unis, mis à part que c'est
l'origine, c'est un récit des origines. C'est que au départ, on a quand même un rapport de force qui est très, très inéquitable entre une armée de patriotes qui est faite un peu de briquet de broc, alors qui est dirigée par le général Washington, mais qui est pas très bien structurée ni organisée au départ, face à l'armée la plus puissante du monde alors, hein, les Redcoats britanniques. Et donc, c'est une guerre qui est... alors, très honnêtement, même de tête, j'arriverai même pas à vous retracer les étapes de la guerre parce que je suis assez mauvaise à retenir les dates des guerres. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une guerre qui est caractérisée par deux choses. C'est que il y a un petit côté David contre Goliath, mais en même temps, c'est ce qui est intéressant dans cette guerre d'indépendance. Pourquoi ça devient une guerre d'indépendance? Parce que les États-Unis ont besoin d'être indépendants, d'être devenus une nation indépendante pour solliciter une aide étrangère. C'est ce qui conduit à la déclaration d'indépendance aussi du 4 juillet 1776, c'est pour obtenir l'aide d'une puissance étrangère, au hasard, la France. Donc il y a cet aspect-là qui joue. Et un autre élément qu'il est important d'avoir en tête, c'est que il y a des historiens qui l'ont qualifié de guerre incivile. Pour rappeler que il y a peut-être un récit assez beau des patriotes qui l'emportent contre l'oppresseur anglais. La réalité du terrain, c'est qu'on va avoir 30% de patriotes, 30% de loyalistes qui restent fidèles véritablement au pouvoir britannique, et au milieu, une masse un petit peu silencieuse. Et que donc, en fait, c'est une guerre qui est extrêmement violente entre voisins, entre gens qui se connaissent et qui s'entretuent, en fait, dans cette lutte pour l'indépendance. Et c'est important de l'avoir en tête, c'est qu'il y a aussi beaucoup de loyalistes qui, par la suite, prennent la fuite, vont au nord, au Canada, ou retournent en Europe. Mais il y a cet aspect-là qu'il faut avoir en tête. Et donc, cette guerre, elle démarre dès 75, en fait, avec la bataille de Bunker Hill à côté de Boston. Hein, vous le voyez là sur la carte, on voit cette première bataille. Et elle se termine en 1783 avec le traité de Paris, par lequel l'indépendance des États-Unis est reconnue vite fait par le Royaume-Uni, qui considère quand même toujours que c'est temporaire et qui essaye de reprendre le pays quelques dizaines d'années plus tard, en 1812, n'y parvient pas. Mais donc voilà, c'est, si on dit très rapidement, cette guerre d'indépendance. D'accord, merci. Alors, ce sera vraiment ma dernière question, promis. Justement, comment l'indépendance américaine a-t-elle été perçue au Royaume-Uni? Et je rappellerai juste une petite chose, c'est qu'à l'époque, au Royaume-Uni, on a un roi fou. On a un roi qui perd une guerre alors qu'il est censé être Goliath, et il se fait battre par David. Et pourtant, à aucun moment, il n'est même évoqué la possibilité de le destituer ou de le renverser, à moins que je me trompe. Alors, est-ce que ça, peut-être, ça montrerait pas justement la force de la monarchie parlementaire britannique? Histoire Alors, de clore le débat qu'on avait au début. oui, parce que je pense que c'est pas tant le roi que effectivement le Premier ministre à qui on reproche la perte des colonies, déjà. Et puis, même si les griefs énoncés dans la déclaration d'indépendance le sont contre le roi, le roi, en lui-même, c'est pas lui qui est visé, c'est effectivement le Parlement et le Premier ministre. Et donc, comme je disais, pour la perception de l'indépendance par les Anglais, alors globalement, pas très bien. Mais ceci dit, il y a plusieurs choses qui restent. La première, c'est que les Anglais, ils ont d'autres parties de leur empire. Ils ont des îles à sucre, ils ont des territoires en Amérique du Nord, etc., etc. Donc, ils ont une autre partie de leur empire qui, elle, est stabilisée, et c'est ça qui va l'emporter peut-être. Par ailleurs, si l'indépendance politique, elle est avérée, il y a quand même la volonté d'établir un lien diplomatique et un lien commercial de la part des États-Unis avec l'Angleterre, parce que c'est un partenaire commercial majeur, c'est la plus grande puissance économique mondiale à cette époque-là.
Donc, les Anglais conservent en fait une certaine forme d'aval sur le nouveau pays. Et surtout, comme je le disais, les Anglais n'acceptent pas complètement cette indépendance puisque ils continuent d'avoir une politique de pression sur les États-Uniens, notamment sur les mers, une politique de donc ce qu'on appelle les impressments, donc sur les navires. Donc ils saisissent les navires, ils les réquisitionnent, etc. Et en 1812, ils déclarent à nouveau la guerre aux États-Unis dans une tentative de reprendre le pays. Donc cette indépendance, dans un premier temps, elle est reconnue très vite fait par les Anglais. Et effectivement, ça ne fragilise pas particulièrement la monarchie au final, hein, qui tient ce choc. Très bien. Eh ben, Virginie Adan, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez apportées aux nombreuses questions que je vous ai posées, parfois même dans le désordre, alors que je vous avais fourni une belle liste de questions. Je n'ai pas réussi à vous déstabiliser par mes questions et je m'en réjouis. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions qui nous seront extrêmement utiles. Et je laisse le mot de la fin à mon collègue. Effectivement, merci Clément déjà pour toutes tes questions et encore plus merci Virginie Adan pour toutes vos réponses qui ont été vraiment limpides. Moi qui ne suis pas du tout un spécialiste de cette période, j'ai trouvé ça passionnant et j'espère que ceux qui verront ce podcast le trouveront tout aussi intéressant et passionnant que moi. Donc, vous pourrez retrouver ce podcast en vidéo sur le site internet académique d'histoire-géographie qui s'appelle Jahazi. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.